circonscription des Français de l'étranger, donc du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, et membre de la commission des finances. Alors, dans quel cadre vous êtes ici au Sénégal? Je suis pour la première fois dans le cadre privé. Je suis là pour me reposer avec ma famille, et donc le Sénégal étant un pays que j'aime particulièrement, je suis là pour passer quelques jours de repos en famille, et puis pour faire découvrir à ma famille le Sénégal, qui est un des pays de la circonscription que j'aime le plus. Alors, une visite privée, mais qui vous a quand même permis de rencontrer les Français établis en Afrique de l'Ouest, notamment ici à Dakar. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? La communauté française établie au Sénégal, pas que à Dakar, j'ai été aussi vers Saint-Louis, puis vers Saly, et donc j'ai un petit peu fait le tour du Sénégal pour faire visiter le pays à ma famille. Mais la communauté française, elle est particulière puisqu'une grande majorité est binationale. Donc quand je parle à des Français du Sénégal, je parle aussi et surtout à des Sénégalais qui sont binationaux du pays. Donc c'est une communauté qui est là. Il y a à peu près 25 000 Français répertoriés par les services consulaires. Ils sont beaucoup dans le secteur économique, associatif. Ils sont vraiment une valeur ajoutée pour le Sénégal, et moi j'en suis très fier. Alors, qu'est-ce qui vraiment vous oppose, vous, à cette politique d'immigration du gouvernement français? Ça a commencé au milieu de l'année 2018, c'est-à-dire au milieu de l'année qui vient de s'achever. Et effectivement, je n'ai pas été d'accord avec la manière dont on a abordé la question de l'immigration, parce que déjà philosophiquement, mélanger asile et immigration, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et donc en soi, déjà, j'étais pas d'accord avec la manière dont on abordait la question. Mais surtout, pour moi, l'immigration, c'est d'abord une question de mobilité internationale. Et donc, plutôt que d'essayer de freiner ou de bloquer les choses, moi j'aurais été plutôt pour qu'on essaye de faciliter les échanges internationaux, la mobilité internationale, parce que c'est une valeur ajoutée pour les pays du Nord comme pour les pays du Sud. Et d'ailleurs, la mobilité internationale pour les pays du Sud, elle se fait d'abord au Sud. Et c'est les pays africains entre eux, d'abord, qui sont, disons, responsables de l'immigration au sein de ces pays. Et donc la France, elle doit, à mon avis, et c'est ce que j'ai dit durant tous les débats qui ont eu lieu, elle doit accepter cette immigration, mais surtout l'encourager, parce qu'elle est pour elle un vrai facteur de développement économique. Et ça, c'est une des questions fondamentales pour lesquelles nous avons été élus en 2017, c'est comment essayer de créer des emplois et comment faire en sorte que le développement économique de la France soit le plus haut possible. Voilà. Est-ce que vous avez approché le président Macron sur la question? Ah oui, moi j'ai des échanges avec la présidence de la République de manière générale. Je ne vous dirai pas le président en tant que tel, mais oui, bien évidemment, je parle avec l'ensemble de l'Élysée sur ces questions-là. Et je crois qu'il y avait des impératifs, entre guillemets, sécuritaires. Il y avait des impératifs européens. Il y avait aussi des impératifs sociaux qui ont prévalu sur les impératifs économiques, et je trouve ça dommage. Donc voilà, je l'ai dit pendant le débat, voilà, maintenant la loi elle est votée, les choses elles se font. Je crois que l'immigration aujourd'hui française au Sénégal, c'est aussi une réalité. Les Français au Sénégal, c'est plus 7% par an, plus 7% de Français par an. Donc le Sénégal absorbe aussi une partie de l'immigration française. Donc il faut qu'on ait aussi ce regard d'égal à égal, en se disant, voilà, il faut qu'on traite les Sénégalais comme nous, les Sénégalais nous traitent. Donc voilà, moi je suis un homme qui a des origines au sud, mes parents sont d'origine marocaine, et donc j'aime bien quand on traite d'égal à égal avec les pays africains. Alors vous dites qu'il faudrait donc traiter d'égal à égal, mais on constate que
il y a un certain amalgame qui est là. Quand on parle d'immigration, s'agissant des personnes venant par exemple de l'Afrique de l'Ouest, on assimile l'immigration à les sujets à des musulmans uniquement. Oui, oui, il y a un amalgame qui est fait, immigration, sécurité, islam, terrorisme même, vous pouvez rajouter terrorisme, ou insécurité. Donc tout ça est une sorte de nuage dans lequel tout est lié, on ne comprend rien. Voilà. Donc chacun des sujets, et l'asile, on rajoute aussi l'asile, chacun des sujets est différent et il faut le traiter de manière différente et de manière rationnelle. Les chiffres de l'OCDE, les chiffres de beaucoup d'instituts montrent que en augmentant les immigrés en âge de travailler, on pourrait gagner quasiment entre 1 et 2 points de PIB par an. Donc c'est une réalité chiffrée. Et l'immigration, elle rapporte des milliards à notre pays. Tous les rapports de tous les instituts disent que le delta entre ce que l'immigration coûte à la France et ce qu'elle rapporte, c'est des deltas de plusieurs milliards, voire des dizaines de milliards. Donc aujourd'hui, il y a une réalité chiffrée, il faut l'accepter. Et puis il y a aussi un esprit d'ouverture, de tolérance et de fraternité qu'il faut avoir, sachant que la République française, c'est quoi? C'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Et donc, pour donner du sens à cette fraternité, voilà un bel exemple. C'est accepter de manière tolérante l'immigration. Quelques 25 000 binationaux établis ici au Sénégal. Probablement, il y en aurait qui vont peut-être participer à l'élection présidentielle en vue ici au Sénégal. Vous en avez échangé quelque peu avec eux? Oui, 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 les Français du Sénégal, on parle régulièrement de ces sujets-là, puisque eux-mêmes, comme je vous disais, ils sont sénégalais, donc ils vont voter. Et ce qui revient régulièrement, c'est nous voulons la stabilité, nous voulons la sécurité, nous voulons le développement. Et effectivement, aujourd'hui, le Sénégal, de tous les pays de la région, est un des pays qui fait figure d'un pôle de stabilité économique, politique et sécuritaire très fort. Et la France s'appuie beaucoup sur le Sénégal justement pour le développement de l'Afrique de l'Ouest. Et donc les Français du Sénégal vont voter, s'investissent et on me dit même qu'il y a peut-être des binationaux qui seraient candidats. On va peut-être parler aussi d'une actualité qui est très forte en ce moment en France, l'affaire Benalla. Vous, en tant que parlementaire, qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette affaire-là? Est-ce qu'il y a un peu de non-dit, des responsabilités à situer? Jusqu'ici, il n'y a qu'un coupable, entre guillemets, pour ne pas dire responsable. Qu'est-ce que vous en pensez exactement? Il y a dans notre République ce qu'on appelle, en tout cas en France, la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif, c'est le président de la République, le gouvernement qui l'incarne. Le pouvoir législatif, aujourd'hui, face à vous, je l'incarne au sens où je suis député. Et le pouvoir judiciaire. Donc je ne parle pas des affaires de justice. Je ne parle pas des affaires, entre guillemets, qui concernent des ministres ou le président de la République et son entourage. Voilà, donc je me tiens vraiment à la stricte séparation des pouvoirs, mais sur le fond de cette affaire, puisque le Parlement s'est saisi, il y a une commission d'enquête parlementaire de cette histoire. Est-ce que c'est une affaire? Je ne suis pas certain. Est-ce que ce sont, disons, des vicissitudes de la vie politique française? Oui. Il s'agit d'un homme qui apparemment a eu des comportements inappropriés. Ça fait partie de la vie politique française. Je ne crois pas que ce soit une affaire d'État, ni une affaire dans l'État, mais c'est une polémique. Et je crois que cette polémique va s'éteindre aussi rapidement qu'elle est née. J'ai entendu dire qu'on allait restituer ces fameux passeports diplomatiques. Voilà, quand les passeports seront restitués et qu'une enquête judiciaire va avoir cours pour savoir comment est-ce que ces passeports ont été donnés
Voilà, et puis nous, aujourd'hui, je pense que les Français, ils sont sur d'autres problématiques. Vous avez entendu parler des gilets jaunes, vous avez entendu parler du pouvoir d'achat, vous avez entendu parler des problèmes de logement, des problèmes de, moi en tant que député des Français de l'étranger, du développement des relations entre la France et l'Afrique, etc. Donc je pense que ça, c'est plutôt des sujets qui intéressent les Français que des polémiques pour savoir si un tel ou un tel avait un passeport ou deux ou trois. Voilà. Alors, on va aussi parler quelque peu de l'éducation. Tout récemment, on a entendu parler de l'augmentation des frais de scolarité qui touche nos compatriotes sénégalais qui sont sur place, et pas que les Sénégalais d'ailleurs, tous ceux qui sont étrangers, je pense. Votre point de vue là-dessus, l'augmentation, la multiplication par 10, disent certains, des frais de scolarité? Par 15, pas par 10, par 15 et plus même. Moi, ça m'attriste beaucoup et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un député libre, je soutiens la majorité et je soutiens le président de la République, mais quand il faut dire les choses, je l'ai dit. Et là, je l'ai dit, je ne suis absolument pas en phase avec cette décision d'augmenter les frais de scolarité, notamment pour les étudiants africains. Voilà. Il y a 10 000 étudiants sénégalais en France. Il y en a tous les ans à peu près 3-4 000 qui demandent des visas pour venir. Le chiffre a été multiplié par 3. En 2015, à l'arrivée de notre consul actuel, M. Serro Almera, ils étaient 1200. Aujourd'hui, ils sont quasiment 3800. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, il y a une très forte demande de partir en France, d'étudier en France, mais aussi de revenir, parce que ces étudiants étrangers, étudiants sénégalais, ils reviennent. Et leur mettre une sorte de barrière d'argent en face, c'est leur demander en réalité de ne pas venir. Et ça m'attriste. Et donc j'estime que ça ne correspond absolument pas au discours qui ont été prononcés par le président de la République, que ce soit à Ouagadougou, à Dakar, et à chaque fois qu'il est en tournée dans les différents pays africains. Il tient un discours d'ouverture, il tient un discours où on demande aux étudiants de venir étudier en France. On veut doubler les étudiants étrangers en France. Donc voilà, en tout cas, je vais me battre contre cette mesure, avec tous les moyens dont on dispose au niveau du Parlement pour le faire. Et puis voilà, et puis la démocratie, je l'espère, vaincra. Vous pensez que dans ce cadre-là, par exemple, le président de la République française n'a pas honoré ses engagements comme il a eu à se prononcer là-dessus quand il est venu ici en Afrique? Non, non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais simplement qu'il a tenu certains discours qui ont été reçus par la population africaine et notamment les jeunes africains, qui n'est pas du tout ce qu'aujourd'hui, techniquement, on leur propose. On leur propose de multiplier par 15 leurs frais de scolarité pour aller en France. Donc, c'est pas bienvenue en France. Et on avait dit bienvenue en France. Et on avait dit on double. Donc voilà, je pense que ça va créer un effet d'éviction et que ça va empêcher les étudiants modestes de venir en France. Voilà ce que je crois. Et donc ça, je l'ai dit. Maintenant, j'espère que le président de la République entendra ce message et qu'il évoluera, il changera d'avis. On a la chance d'avoir un président de la République intelligent, qui écoute, qui sait aussi adapter les décisions qui sont prises. Là, je pense que c'est une décision purement technocratique, purement comptable. Et il faut que le politique reprenne un peu la main sur l'administration. Vous avez aussi participé ou co-signé ce fameux appel des 41. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet appel-là ou alors nous dire, parce que vous, d'abord, je vais vous poser directement la question, vous êtes français musulman ou français et musulman? Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui? Parce que c'est une question assez complexe en France. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis sénégalais. Sur ces questions-là, justement. Et le Sénégal est un véritable exemple, une sorte de laboratoire extraordinaire de ce vivre ensemble, qui manque profondément à l'Europe de manière générale, mais aussi un peu à la France parfois. Et donc,
toutes les communautés au Sénégal vivent, cohabitent, habitent ensemble, ne vivent pas côte à côte, mais vivent ensemble. Il y a un vrai mélange. Moi, j'ai des amis musulmans mariés à des chrétiens, chrétiennes, etc. La vie au Sénégal, elle est diverse et elle est acceptée. Et la mentalité sénégalaise est véritablement exceptionnelle de ce point de vue-là. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre du Sénégal dans cette capacité de vivre ensemble et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de radicalisation. Il y a des gens au Sénégal qui sont très très pieux, qui prient, qui le portent sur eux, mais qui n'empêchent pas les autres de vivre leur foi comme ils l'entendent. Et on a, à mon avis, beaucoup à apprendre sur le concept de laïcité adapté au Sénégal. Et donc, j'ai signé cet appel en 2016 avec une quarantaine de personnalités pour dire que en France, le problème de l'islam, puisque c'était la question, on sortait de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui a vu un homme, paix à son âme, se faire égorger dans sa propre église par des enfants de sa ville. Donc la stupéfaction, on s'est demandé comment ça a pu avoir lieu. Il y avait eu Nice, il y avait eu Charlie, il y avait eu l'hypercachère, il y avait eu... Enfin, tout ça commençait à faire vraiment beaucoup et nous on a pris la plume pour dire stop, ça suffit. Il y avait eu le Bataclan, on commençait à dire bon maintenant stop, c'est trop, stop. Maintenant il y a un problème qui est plus dû à une manière aussi de gérer l'islam de France que de vouloir pointer un problème au sein et dans l'islam. Je crois que nous, la religion musulmane, on le voit au Sénégal, elle peut être vécue dans la paix, elle peut être vécue dans la laïcité, le vivre ensemble, l'acceptation d'autrui. Pourquoi est-ce qu'en France, ce n'est pas le cas? Et donc, on a proposé de dire, voilà, nous sommes une nouvelle génération, maintenant, prenons en main la gestion des affaires religieuses qui concernent l'islam. Voilà, on l'a dit, ça a été entendu et beaucoup de personnalités qui ont signé cet appel sont aujourd'hui soit aux affaires, soit en train d'essayer de trouver des solutions pour répondre à cette problématique. Mais la question, je pense que vous n'avez pas encore répondu. La dichotomie français-musulman ou français et ensuite musulman? Je suis français. Après, j'ai une culture religieuse qui est celle de l'islam, qui est musulmane, mais je ne me suis jamais défini comme un musulman français. Je me suis toujours défini comme un français, et même je vais vous dire plus, je me suis toujours défini comme un français auvergnat, dont les parents sont originaires du Maroc, et qui sont eux-mêmes berbères au Maroc, et donc africain. Et donc voilà, moi j'aime pas les boîtes. Et donc dire je suis français, j'aime la République française, les valeurs de la République sont les miennes, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité sont mes valeurs que je porte dans mon combat quotidien politique. Maintenant, ma culture musulmane, la culture de mes parents, l'origine d'où je suis, d'où sont mes parents, voilà, vous savez, c'est très compliqué, donc on ne peut pas s'enfermer dans une boîte. Et puis, je pense que la France, en réalité, c'est le réceptacle de tout ça. Alors, une dernière question qui va nous ramener encore à cette histoire des Gilets jaunes, qui est une affaire de politique sociale qui n'est pas appréciée de ces gens-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique sociale, même économique, mise en place par votre mentor? Moi, je dis que les Français sont tous des gilets jaunes. Et moi, en tant que député, je suis aussi parfois un gilet jaune. Parce que exprimer sa colère, c'est un peu ce qui fait l'identité française. Et un grand auteur bien connu qui est décédé, Stéphane Hessel, avait écrit un magnifique livre qui appelait les jeunes à s'indigner. Il disait « Indignez-vous ». À partir du moment où on s'indigne, où on n'accepte pas l'injustice, ou lorsque l'on voit une injustice, on se met en colère, on s'indigne et on agit,
alors on est en réalité un gilet jaune. Il y a eu dans d'autres pays des mouvements comme ça. Dans le monde arabe, il y a eu le printemps arabe, il y a eu en Espagne Podemos, etc., etc. Donc on a partout en tant que citoyen le devoir de s'indigner, de se mettre en colère quand quelque chose ne va pas. Donc là, cette colère, on l'a entendue, le président de la République l'a entendue, essayé d'y répondre. Il a entendu que c'était une colère liée au pouvoir d'achat, pardon. Et donc cette colère a été entendue, une réponse y a été apportée, des réponses y ont été apportées, on les a votées précipitamment en 3 jours. Elles vont être mises en œuvre là dans quelques semaines. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette colère? C'est ça la question. Un grand débat national va s'ouvrir. Je vais revenir au Sénégal, moi aussi, pour entendre les Françaises et les Français de l'étranger dans le cadre de ce grand débat national. Et pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut se sortir simplement de cet état de colère et essayer d'avoir des réponses concrètes et essayer de trouver des chemins, des solutions pour sortir uniquement de l'indignation et de la colère. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est vive le Sénégal, vive la France.